Eh bien, merci aux courageux qui sont encore là pour cette dernière session. J'avais prévu à peu près de prendre une demi-heure pour présenter Jean-Yves, mais on va accélérer un petit peu. Moi, je suis très content de présider cette session, surtout avec un seul intervenant, ce sera plus facile pour la gestion du temps. Bon, Jean-Yves Puyot, oui. Professeur à Pau, géographe. Ça fait longtemps qu'on se croise, pas mal d'années maintenant, mais on a beaucoup parlé d'ici et d'ailleurs, et on se croise bizarrement jamais dans cet ici d'ici, mais toujours dans des ailleurs, en Chine, au Brésil, au Cap-Vert, je dois en oublier pas mal. Bon, très content de présenter son travail. En fait, si on se croise assez régulièrement, c'est parce qu'on appartient un peu à la même confrérie des historiens de la géographie. Et donc, sa présentation, eh bien, elle va tourner autour de ces questions d'espace et d'histoire des espaces. Mais bon, voilà, je m'arrête là. Je ne vais pas prendre plus de temps, qui nous est devenu extrêmement précieux. Donc tu as... Donc j'ai 1 heure. 1 heure. Que je vais essayer de respecter. Hein. Alors j'ai une montre, un chronomètre, 1 heure, enfin il y a tout ce qu'il faut. Et puis je suis là aussi. Et puis il est là. Mon président est là. Alors, introduction très rapide. En fait, la France et le Brésil, et avant le Portugal, partagent actuellement avec le Brésil, la France partage une frontière terrestre, évidemment. Mais cette frontière terrestre, en fait, sa délimitation précise et sa fixation est relativement récente. Hein. On le verra au tout début du XXe siècle. Et donc pendant longtemps, pendant plus de 2 siècles, il y a eu des divergences très importantes entre Portugais et après Brésiliens et les Français quant aux prétentions des uns et des autres sur une vaste zone qui relève du vaste bassin Orinoco-Amazone entre Guyane et Amapá. Donc ma communication elle a 2 objectifs. Replacer déjà ce contentieux territorial au sein du vaste champ des recompositions territoriales que l'Amérique, tout le continent américain va connaître au 19e, au 20e, et ce n'est pas terminé au 21e siècle. Mais aussi présenter la diversité des contestations et la diversité des recompositions territoriales. Et là, en faisant aussi bouger les échelons, les échelles. On va passer rapidement l'échelon des États souverains et voir à l'intérieur de ces mêmes jeunes États, j'insisterai sur l'existence d'un grand nombre de tentatives de création de territoires autonomes, hein, généralement dans les zones mal identifiées et où les frontières sont encore un peu évanescentes. Donc, dans ces entre-deux spatiaux en déshérence étatique, nombreux furent les aventuriers à essayer de se tailler des possessions. Hein, qui des républiques, qui des empires. Et donc, c'est ce que Bruno Fulini appelle des cryptarchies. Hein. Une cryptarchie, en fait, ce n'est pas une contrée imaginaire, hein. Ce n'est pas une utopie sans réalité géographique, mais plutôt déjà un territoire qui présente un début d'organisation étatique, avec des institutions, une constitution, parfois un drapeau, parfois une monnaie, des ministres, plénipotentiaires, etc. Et c'est ce qu'on va voir à travers le cas de ce contesté territorial entre la France et le Brésil. Alors rapidement, les sources mobilisées. Les archives diplomatiques françaises qui sont à Nantes, les archives diplomatiques à propos de l'arbitrage rendu par la Confédération helvétique, mais aussi des archives départementales de Cayenne et bien sûr tous les fonds publiés ou en ligne que l'on peut facilement trouver sur gallica.fr ou dans d'autres Library of Congress et autres. Rapidement, le continent américain,
durant tout le 19e siècle, on va assister en quelque sorte à ce que j'appelle une certaine course aux frontières. Et je débute avec une carte murale que j'aime beaucoup. C'est la carte murale que vous pouvez observer au premier étage du siège de la vénérable Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas, que vous trouvez juste derrière le Zocalo, juste derrière la cathédrale. Et vous avez ce vénérable institution qui, dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, et dans la salle d'honneur, vous avez ça. Cette carte murale peinte où vous avez les frontières du Grand Mexique, hein, le Mexique à la date de 1794, si je me souviens bien, et donc bien sûr Texas, Californie et la Louisiane, que nous appelons la Louisiane française, savoir entre Mississippi et Missouri, dans cette masse extraordinaire qui vous accueille lorsque vous allez dans les locaux de cette société. Tout ça pour sensibiliser l'auditoire à un fait bien connu, à savoir que les frontières des jeunes États souverains d'Amérique, que ce soit le continent nord-américain, l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud, ces frontières vraiment vont s'installer lentement mais sûrement avec des péripéties diverses et variées. À la fin, évidemment, au début, avec l'indépendance progressive et le joug qui de l'Espagne, qui de l'Angleterre, qui du Portugal, lorsque ce joug va tomber avec le 18 et le 19e siècle pour la plus grande part du continent sud-américain et aussi le Mexique, évidemment, et l'Amérique centrale. Alors, quelques exemples d'arbitrage. Les indépendances vont donner lieu, évidemment, à des contestations territoriales considérables entre différents États. Alors là, j'ai pris 3-4 exemples. Hein. Par exemple, en 1669, un exemple d'arbitrage entre le Pérou, l'Équateur et le Chili, qui s'étaient alliés contre les Espagnols, une guerre tardive en 1866 qui a été un peu oubliée. Cette carte que j'aime beaucoup, de 1855, vous montre la Bolivie dans ses anciennes frontières, à savoir avec un débouché maritime sur le Pacifique qu'elle va perdre avec ce qu'on a appelé la guerre du Pacifique, qui est de 1884, si je ne me trompe pas. Mais le continent nord-américain présente aussi des contentieux territoriaux. Là, par exemple, l'empereur d'Allemagne, Guillaume Ier, qui va arbitrer à propos d'un litige sur l'archipel de San Juan. Alors, l'archipel de San Juan, c'était un archipel qui avait été découvert par les Espagnols, 700 îlots et petites îles, et qui a été occupé arbitrairement par l'Angleterre et revendiqué par les USA en 1872, et il y aura un arbitrage en 1873 favorable aux États-Unis d'Amérique, rendu donc par les Allemands. Un arbitrage très intéressant, et ce n'est pas fini. Hein. Nous sommes bien sûr dans la partie sud du continent sud-américain, et la médiation proposée par les États-Unis à propos de la terre de feu. Il faut savoir que jusqu'en 1881, il n'y avait pas d'accord de souveraineté. Et donc vous pouvez trouver ce type de carte assez intéressante pour qui connaît évidemment les frontières désormais bien connues entre l'Argentine et le Chili. Et en fait, donc en bleu, les Européens considéraient, la grande tache bleue que vous avez, c'est en fait la représentation des Européens de zones qui seraient res nullius, c'est-à-dire qui appartenaient à personne. Appartenaient à personne, même si vous aviez des points d'occupation en terre de feu. Bien sûr, Punta Arenas a été occupé dès 1843 par des Chiliens, mais il faut attendre cet arbitrage en 1881 pour commencer à tracer des frontières. Et les contestations se poursuivent sur le détroit de Magellan. Ce n'est toujours pas terminé. Il y a toujours des contestations et des arbitrages en cours entre l'Argentine et le Chili. Et tout le 19e, on va égrener ces accords, entre l'Uruguay et le Brésil, 1894, Pérou-Équateur, le Tsar qui s'y met, et là c'est un arbitrage entre la France et la Hollande, sur la séparation entre la Guyane hollandaise, l'actuelle Suriname et la Guyane française. Sachez qu'il y a toujours une contestation entre le Suriname et la France. Ce n'est pas fini sur l'amont du bassin hydrographique du Maroni. Quelle est la branche que l'on prend pour tracer la frontière? Les Français ont leur idée, les Surinamiens ont la leur. Et là aussi, il y a toujours un arbitrage en cours.
Et alors évidemment, ces litiges territoriaux, ils ont des futurs parfois pacifiques, au contraire des litiges qui vont être réglés par les armes. Et bien sûr, le plus connu, c'est la guerre du Grand Chaco, hein, entre évidemment la Bolivie et le Paraguay. 80 000 morts quand même, hein, entre 1933 et 1935, 80 000 morts, ça représentait quand même 4% de la population paraguayenne et 1,5% de la population bolivienne, et une guerre où les soldats sont plutôt morts de soif en grande partie que à cause des combats et morts de maladie. Donc un épisode assez dramatique. Et dans cette même fin du XVIIIe siècle, si je passe maintenant au Brésil, le Brésil a des litiges avec quasi tous les voisins, hein, avec le Venezuela, avec l'Angleterre, à propos de l'îlot de Trinidad, hein, que les Anglais ont occupé d'autorité, et le Brésil a protesté, et l'Angleterre a fini par libérer, c'est rare, hein, mais a fini par partir de cet îlot qui est à 400 km des côtes, hein, au large. Bon. Et dans ces contestations multiples du Brésil, évidemment, celle qui m'intéresse le plus, c'est celle entre la France, la Guyane française et le jeune État brésilien. Alors juste une petite carte de la fin du XVIIIe siècle pour vous représenter cet espace extraordinaire entre Orénoque et Amazone, hein, une carte de la fin du XVIe siècle, pardon, où vous voyez encore apparaître, on le verra encore apparaître bien plus tard, le lac Parime, donc dans lequel se baigne l'Eldorado. Vous voyez dans les cartons qui enjolivent la carte, tous ces peuplades qu'on est allé rechercher, hein, qu'on avait trouvé dans Hérodote, hein, les acéphales, les amazones, etc. Vous ajoutez une faune un peu exotique et ça vous donne une superbe carte. Et évidemment, hein, cette grande zone entre Orénoque et Amazone, l'image de l'Eldorado, hein, très très présente, autrefois comme de nos jours. Alors, on découvre une végétation luxuriante extraordinaire. Hein. Là, cette gravure de seconde moitié du 19e siècle rappelle des images qu'a présenté Daniel hier, hein, par exemple, qu'une végétation impressionnante pour des Européens. Juste pour l'anecdote, à ce même endroit-là, je suis sur les bords de la Prouague, donc un fleuve de la Guyane française. Il y a 150 ans, c'était des champs de canne à sucre. Et là, vous avez des arbres de 50 mètres de haut. Hein. Donc, une végétation très, très impressionnante, multistrate, peu de lumière au sol, marigots, une côte avec de la mangrove, mais aussi des zones, hein, qui sont asylvatiques, sans forêt, tout simplement parce que le sol est tellement engorgé en eau que les arbres ne peuvent pas s'installer. Donc vous avez les herbacées qui dominent. Et généralement, ce sont des zones extrêmement, sur le plan sanitaire, assez difficiles, hein, pour une occupation anthropique. Ces confers, hein, entre Guyane et entre Orénoque et Amazone sont marqués par des fleuves formidables. Ici, en Guyane, l'embouchure, une belle gravure de l'embouchure entre le Maroni et le Manard. Ces fleuves, les voilà, la Prouague. Les Français connaissent très mal la géographie de la Guyane française. Vous avez des fleuves extraordinaires à côté, la Seine, le Rhône ou la Loire, c'est rien, hein, c'est rien en volume. La Comté, hein, qui va se jeter dans la Prouague, évidemment. Et en relief particulier, ces fleuves, on en a parlé hier, d'ailleurs il y a eu des illustrations, hein, la Guyane c'est un plateau, donc une série de sauts, hein, qu'il faut traverser, hein, en portant autrefois les pirogues et de nos jours les coquelus, donc une gravure du 18e, mais de nos jours les scènes sont les mêmes. Donc dans cette zone, hein, entre Orénoque et Amazone, vous avez une lutte bien connue, hein, tout au long du XVIe et du XVIIe siècle, entre les Portugais, les Espagnols, les Hollandais et les Anglais, pour s'implanter. Et la France, la France est arrivée un peu en retard. Elle a été intéressée par le Brésil, nous en avons beaucoup parlé, mais bien plus au sud. Et dans cette zone-là, elle va essayer de s'installer au tout début du XVIIe siècle. Hein. Et progressivement, les Français s'installent en premier l'île de Cayenne en 1667, et progressivement, la France s'estime posséder des droits, hein, des droits sur, ma foi, un vaste territoire que l'on va appeler la France équinoxiale.
Et ce territoire va donner lieu à un premier arbitrage avec le Portugal, avec le traité d'Utrecht sur lequel je reviendrai plus tard. Il faut savoir que, pour bien comprendre les rapports France-Brésil dans cette zone-là, c'est qu'en fait, la Guyane française, ce n'était pas vraiment, on peut dire, la colonie qui a attiré plus l'attention des différentes royautés françaises. Les Français se sont installés définitivement assez tardivement, autour de Cayenne, 1643. Les jésuites se sont installés à Remire-Loyola, et puis lentement, très lentement, les implantations françaises sont parties, qui en direction de l'Oyapock, qui est la frontière actuelle, qui en direction du Maroni, et le Maroni, regardez, très tardivement, Saint-Laurent-du-Maroni, l'implantation en 1858, pour l'épisode du bagne. Une zone qui intéresse les géographes, on s'intéresse un peu à la cartographie de cette zone, parce que pendant très longtemps, on la connaît mal. On la connaît mal, et notamment on connaît mal le cours des affluents de l'Amazone, leur orientation. Donc sur cette carte-là, ils partent, ils se terminent assez rapidement dans leur tracé, et on fait apparaître des premiers monts là que personne n'a encore vus quasiment jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. On raconte que les Indiens disent qu'il y a des montagnes, on va aller chercher le vocable, et Tumucumac, on verra plus tard à quoi ça ressemble. Donc le traité d'Utrecht. Le problème de ce traité, c'est qu'il donne, certes, une frontière sur le papier. Il nous dit, les Français ne pourront pas passer la rivière de Vincent Pinson pour y négocier ou pour acheter des esclaves dans les terres du Cap Nord. Bon, très bien, mais il y a un gros problème. Gros problème. On ne sait pas de façon exacte quelle est la localisation de cette fameuse rivière, Yapock, ou encore Vincent Pinson. Il n'y a ni latitude ni longitude. Et là, aussitôt, très rapidement, deux positions vont s'affronter. La position brésilienne, pour la partie portugaise et après brésilienne, pour la partie portugaise, puis brésilienne, le Yapock, ou le Vincent Pinson, ça ne peut être que l'Oyapock. Et donc, un fleuve qui est situé entre 4 et 5 degrés de latitude nord. Pour les Français, non. Tout un argumentaire, Japoc veut dire bouche, etc. Et pour eux, non, pas du tout. Cette fameuse baie de Vincent Pinson et fleuve de Vincent Pinson, c'est une branche d'un fleuve qui s'appelle l'Araguari et qui est situé entre 1 et 2 de latitude nord. D'où gros problème. Apparaît ce qu'on appelle un contesté maritime, c'est-à-dire un contesté portant sur toute une zone située ici, vous avez l'Oyapock, et on descend vers l'Amazone sur toute une zone maritime. Deuxième contesté qu'on oublie, généralement. Le traité d'Utrecht cède la rive gauche de l'Amazone aux Portugais. Mais, problème, mentionne pas à partir de quelle distance de ce fleuve débute la souveraineté du royaume de France. Et pour les Français, cette souveraineté, elle débute au nord d'une bande de 15 lieues, au nord de la rive gauche de l'Amazone, et cette bande va se poursuivre jusqu'au un affluent de l'Amazone, le Rio Negro. Voilà les prétentions françaises. Grosso modo, 15 lieues au nord, sur la rive gauche de l'Amazone, et jusqu'au Rio Branco. Donc une zone, vraiment, une portion du bassin amazonien relativement considérable. Pour les Brésiliens, non. Il n'y a pas eu de ligne fixée, il n'y a jamais eu de discussion, il n'y a pas de titre des Français sur cet amont des Amazones. D'où problème. Et une délimitation dans les faits, qui tarde, avec une succession vraiment de traités. J'aurais pu en mettre 10 à la suite, les traités d'Amiens, traité de Badajoz, etc., sous les guerres napoléoniennes, des traités qui fixent des rivières au gré, on va dire, au gré des puissances des États en présence, et le congrès de Vienne, sur lequel on va revenir, qui redéfinit évidemment les frontières de l'Europe à la fin du premier épisode napoléonien, explique que les limites, en ce qui concerne justement ce contesté territorial entre le Portugal et la France, il faudra revenir à l'article 8 du traité d'Utrecht de 1713,
Et il est prévu, et je l'ai mis en gras, si les deux parties n'arrivent pas à s'entendre, il est prévu de recourir à l'arbitrage de l'Angleterre. De l'Angleterre. Je suis en 1814, nous sortons des guerres napoléoniennes. Les Français n'ont aucune envie d'avoir comme arbitre, évidemment, les Anglais. Indépendance du Brésil intervient en 1822, la démilitation n'a pas plus avancé, et suit ensuite différentes périodes un peu troubles, stabilité politique dans on va dire les territoires proches de la Guyane française, instabilité au Para, etc. Les Français en profitent un peu, il faut quand même le dire, pour s'implanter, implanter un premier poste un peu en dur aux alentours du lac Mapa, et proche du Cap Nord en 1836. On profite un peu, la France profite de la faiblesse conjoncturelle de l'État central brésilien et des troubles chez les voisins pour s'implanter. Mais cette faiblesse ne dure pas et les Français évacuent et on décide, c'est très important, en 1841 de neutraliser la zone. C'est entre deux. Et donc, 1842, neutralisé, donc on s'entend, la France et le Brésil s'entendent pour ne pas envoyer de représentants officiels, qu'il n'y aura pas de prise de possession des lieux jusqu'à ce qu'un arbitrage intervienne. Et dans cet entre-deux, donc sans autorité, cet entre-deux va devenir un refuge de quelque sorte de paria et d'apatrides. On va y retrouver longtemps des esclaves brésiliens en fuite. Nous avons beaucoup parlé de l'esclavage, abolition très tardive en 1888. Les Amérindiens, qui dans les documents des archives diplomatiques françaises, tous les ambassadeurs en poste au Brésil, sur cette question-là, présentent des Amérindiens beaucoup plus enclins, recherchant plutôt l'appui français contre les Brésiliens, parce que les Brésiliens les radiaient pour en faire des esclaves, donc ils venaient chercher la protection à Cayenne, etc. Et dans cet entre-deux s'installent des aventuriers, en quelque sorte. L'instabilité politique a conduit à l'apparition de déserteurs, les anciens révolutionnaires, on va trouver de l'or à différentes périodes, etc. Donc c'est un peu un Far West, entre guillemets, qui s'installe là. Et dans cet entre-deux va apparaître une éphémère république de la Guyane indépendante, dite République de Kunani, sur laquelle je vais revenir dans quelques minutes. Donc, troisième temps de mon exposé, le temps des rôdeurs de frontières. Avec l'établissement de cette cryptarchie, la République dite de la Guyane indépendante, assez éphémère. Les Français ont, au 19e et même jusqu'au début du 19e siècle, fourni un certain nombre d'aventuriers, un peu illuminés, la plupart d'entre eux, qui ont cherché à se tailler, en effet, des possessions, des possessions sur des lieux, dans des entre-deux où l'autorité des États n'était pas très affirmée. Et je ne dirais pas qu'il y a une tradition française, mais presque. Alors, une des grandes figures, je ne traiterai que ceux qui ont essayé en Amérique. J'aurais pu vous faire la même chose pour l'Afrique, avec des empereurs du Sahara, j'aurais pu vous faire la même chose pour l'Asie, avec des rois des Sédang, etc. Je vous parlerai que de deux figures, dont une très connue, lui un peu moins, et puis après on viendra sur notre République de Kunini. On va dire que vraiment le grand inspirateur pour ces aventuriers français durant tout le 19e siècle, c'est le comte Gaston Raousset-Boulbon. Donc une bonne famille, évidemment, sauf que il va dilapider la fortune familiale, il va essayer de faire fortune en Algérie, il va faire même un manuel comment réussir dans la nouvelle colonie algérienne, il va pas réussir. En fait, il va se ruiner, il va revenir en France, il va fonder un journal, il va essayer de faire fortune en France, ça ne marche pas, et il émigre en Californie en 1850, et là, il va réussir à lever des capitaux, des capitaux certes français, mais nord-américains, pour exploiter des mines au Mexique, dans la province de Sonora. Et donc, il fonde en 1852 Compañía Restauradora del Mineral de Arizona. Carte 1864 de ses confrères mexicains, et voilà l'état de la Sonora. Et il réussit à obtenir l'autorisation
d'un président, enfin je ne sais pas comment, oui, Arista qui était plutôt un dictateur mexicain éphémère, hein. Il a 2 ans avant d'être renversé. Il a réussi à obtenir, on ne sait pas trop comment, peut-être en l'achetant, l'autorisation d'exploiter des mines. Et donc il va recruter des hommes de mer, il va débarquer en Sonora. Et là, au lieu de se lancer uniquement dans la prospection minière, il fonde la République de la Sonora indépendante, avec un drapeau. Il a repris les couleurs nationales. Et ça va mal se passer. En fait, rapidement, il va être rejeté une première fois, il va revenir une seconde fois. Et la deuxième fois, les Mexicains ont moins d'humour. Al Paredón, il est fusillé en 1854. N'empêche que ça aurait pu marcher. Donc il va inspirer d'autres Français. Le plus connu, c'est Aurélie et Antoine Ier, Antoine de Tonens, le très éphémère roi de Patagonie et Araucanie. Rappelez-vous, jusqu'en 1881, on ne sait pas à qui appartient la Terre de Feu. Hein, et toute la Patagonie, actuellement, qui appartient à l'Argentine. Et bien donc, notre personnage, qui fils d'une bourgeoise de Dordogne, qui a fait quelques études dans le droit. Il débarque en 1858 et il se proclame. Il proclame très rapidement, il se proclame roi de la Patagonie, sous le nom d'Aurélie Antonin Ier. Alors, au Chili, ils connaissent très bien. Hein. J'ai une anecdote pour avoir fait les bouquinistes à Valparaiso, discuter avec le bouquiniste qui me dit « Ah, vous connaissez Aurélie Antonin Ier, oui, claro, oui, bon. » Donc c'est un personnage hein, pour le Chili. Hein. Il a laissé un bon souvenir, le pauvre. On va voir pourquoi le pauvre. Alors, il y a tous les éléments d'une cryptarchie, hein, à savoir qu'il y a un territoire considérable. Tiens, tout ce qui était en bleu considéré comme res nullus, hop, c'est à qui? C'est à Aurélie Antonin. Donc sur le papier c'est à lui, comme les Malouines d'ailleurs. Il crée une constitution, hein. Il va même nommer quelques ministres, des ambassadeurs, il y a un drapeau, hein, des couleurs nationales, il y a même une monnaie. Bon, évidemment, au début ça amuse, et puis ça n'amuse plus les Chiliens, qui vont le faire prison. Alors, il avait un bon contact avec les Orakans, les Amérindiens locaux, hein, mais il est fait prisonnier, et lui aussi il va être expulsé, on l'aura traité de fou, il a même fait un petit moment en hôpital psychiatrique, il va réessayer plusieurs fois de revenir reconquérir son royaume, évidemment en vain. Alors, donc, deuxième échec conséquent. Troisième exemple, plus franco-brésilien, la République de Guyane indépendante. Donc, en quelque sorte, vous avez un triptyque, ou un quarteron peut-être. D'abord, vous avez les truands. Alors, les truands, 2 aventuriers. Hein, les aventuriers, un Suisse et le premier Ferrolguig, il est de Franche-Comté, je crois. Donc ce sont un peu des coureurs d'aventure, hein, chercheurs d'or, etc., qui ont pratiqué donc, cette zone-là neutralisée en 1841. Et là, vous avez une description un peu rigolote trouvée dans les documents diplomatiques. Eslet, c'est un diplomate en poste au Brésil, et il fait son histoire de Kunani. Il dit, ben voilà, un bonjour, Paul Cartier, qui est suisse, et Guig passe par Kunani. Les habitants qui, depuis plus de 2 siècles, demandaient un chef de l'État, fût-ce un Huron, se précipitèrent à ses pieds et lui offrirent sa couronne. « Jamais de la vie, répondit M. Guig. Je suis trop jeune et je manquerai de pratique. Mais si vous êtes sage pendant mon absence, parce qu'il est reparti en France, je m'engage à vous en fournir un, donc un chef d'État, dans un délai d'1 an. » Et en effet, après cette promesse, hein, arrosée de beaucoup de coups de tafia, paraît-il, la République est proclamée, la République de Guyane indépendante, au lieu-dit Kunani, est proclamée le 23 octobre 1886. Et Guig part en France et trouve un volontaire pour être chef de l'État, le naïf, Jules Gros. Alors Jules Gros, le pauvre, c'est un géographe, hein, un type de géographe très courant au XIXe siècle, c'est-à-dire qui vit de sa plume, hein,
Il vit des nouvelles qui réussit, des nouvelles géographiques et qui réussit à publier dans le Petit Journal ou dans le Tour du Monde, qui est une revue un peu plus sérieuse. Le journal Les Voyages, dont on a vu des images le premier jour, je pense, qui publie des nouvelles géographiques, 2 tiers inventés, 1 tiers qui correspond à quelque chose de vraiment sérieux, en quelque sorte. Et donc, il est membre de plusieurs sociétés de géographie. C'est quelqu'un reconnu sur la place parisienne. Et Jules Gros accepte. Il accepte de devenir le chef de l'État. Et le pauvre, il va prendre son rôle très au sérieux. Alors, en plus d'écrire des articles, il publie aussi des romans géographiques. Hein. Les voyages ici sont extraordinaires, hein, du docteur Boulduc, un volcan dans les glaces, etc. Il publie plusieurs romans géographiques dans une veine qui se veut rappeler Jules Verne ou Louis Boussenard, par exemple. Alors, il va apporter tout d'un coup une certaine respectabilité au projet. Et donc, par exemple, ça c'est dans le journal Les Voyages dans lequel il écrit, on voit apparaître une carte, hein, de la République de la Guyane indépendante et qui correspond grosso modo à une grande partie des prétentions françaises sur la zone, hein, du contesté maritime jusqu'au Rio Branco. Et il va trouver... Hein, Jules Gros, vraiment, il va trouver un propagandiste acharné, hein, de l'éphémère République, l'exalté, à savoir Henri Coudreau. Donc on a déjà beaucoup parlé de Coudreau. Alors Coudreau, avant son épisode guyanais, il avait essayé de participer à la mission d'exploitation Flatters. Et heureusement pour lui, il n'y a pas participé, parce que cette mission qui avait pour objectif d'explorer les confins algériens dans l'optique de tracer un chemin de fer transsaharien entre l'Algérie et la boucle du Niger, cette expédition Flatters va être massacrée par les Touaregs en février 1881. Donc, en quelque sorte, la route du Sahara lui étant bloquée, il est parti sur la Guyane française. Ce qu'on oublie de dire, c'est que Henri Coudreau, le premier problème de sa vie, c'est lui. C'est Jules Crevaux. C'est le deuxième sur la Guyane, c'est le deuxième. Hein, et toute sa vie, il va lutter contre l'aura de Jules Crevaux. Il aurait adoré être Jules Crevaux. Et en effet, Jules Crevaux, c'est le premier, le très grand explorateur français. Hein, dont on a publié bien sûr les voyages à l'intérieur de la Guyane, en direction des monts Tumucumac, etc. Jules Crevaux va être le sérieux de ses écrits, de ses travaux, va être reconnu, hein, en France et ailleurs, et il va avoir un destin funeste. Il était pacifiste, il est allé au-devant d'Indien Bravos, et là je suis dans le Grand Chaco, il avait changé il était allé donc beaucoup plus au sud, et il va être tué en 1882. Et donc Coudreau commence sa carrière au moment où Crevaux la termine. Et donc tout le temps, il va vraiment... je suis convaincu que ça l'a miné jusqu'à sa mort. Il est le deuxième, il n'est pas le premier. Hein, voilà. Et il va chercher à avoir la même aura que Crevaux, sans y arriver d'ailleurs. Alors, Coudreau, on en a un peu parlé, sa conception de la nature, ses rapports à Santa Neri. Bon, déjà, c'est un bien piètre espion. Hein. Il a un caractère très entier. Hein, très entier. C'est-à-dire qu'en fait, il n'obéit qu'à lui-même. Sa première expédition, elle est financée en 1883. On lui dit, voilà, attention, on vous demande d'aller explorer les confins du contesté. Hein. Donc, étudier les productions du territoire contesté, les voies fluviales, les populations, les opérations commerciales, mais surtout discrètement. Hein. Discrètement étudier ce qui pourrait être une ligne de démarcation, hein, une nouvelle frontière. Donc allez-y, on vous finance, mais surtout discret. Oh ben non, pas discret du tout. 3 mois après, le monde entier sait que M. Coudreau parcourt la zone, parce qu'il va faire un esclandre lorsqu'il va déboucher à Para, etc. Il va se faire vraiment remarquer des autorités brésiliennes, en se comportant comme un goujat, en faisant des dettes, etc. Fureur du ministère de l'Instruction qui avait financé cette première expédition. On lui a dit d'y aller surtout discrètement, et aussitôt apparaît dans les journaux brésiliens un explorateur français a parcouru le contesté, aussitôt, voilà, on remet en cause, et voilà. Tout ce qu'il ne fallait pas faire, il le fait. Bon, allez, on va lui dire c'est une erreur de jeunesse. Deuxième expédition en 1887, financement dans la colonie ministère de l'Instruction publique. Là, on lui dit l'Oyapock, les monts Tumucumac, le Moyen Maroni. Donc,
la Guyane française qui n'est pas trop contestée. Et éviter évidemment tout problème avec le Brésil. Surtout n'approchez pas de la zone contestée. Hein. La zone restera absolument en dehors de l'itinéraire de l'explorateur. Des instructions formelles ont été données à cet égard. Donc il va se concentrer sur les frontières, sur l'arrière-pays guyanais. Et alors qu'en 1884, on lui recommandait d'éviter l'emballement de l'imagination, là on va le découvrir, lorsqu'il va revenir de ses voyages, on va découvrir vraiment un Coudreau vraiment affabulateur. Il va inventer des montagnes, vraiment des montagnes, les monts Tumucumac. Alors, il nous les décrit, les Tumucumac, comme c'est pas les Alpes, mais presque. Hein. Chez nos Indiens, il va dire, voilà, lorsque je veux mourir, je vais me choisir par les Tumucumac, quelques hauts pics solitaires et sourcilleux, surmontés de roches de quartz blanc, telle la haute tour d'un vieux burg, au milieu de campagnes désertes, ma montagne. Ce sera probablement la seule chose qui restera à jamais de ma banale existence, etc., etc. En fait, les monts Tumucumac existent, oui, mais ça n'a rien du tout hein, de montagnes, des pics alpins, loin de là. Hein, vous avez un modelé primaire avec, comment dire ça, oui, très érodé, avec un relief un peu moutonné. Voilà, une belle gravure. Une seconde avec le point haut des Tumucumac, hein, le mont Mitaraka, avec 680 mètres d'altitude. On est loin des Alpes. Puis il va revenir avec des cartes qui vont s'arrêter fausses, vraiment s'avérer fausses, mais on va les découvrir fausses. Il va falloir attendre les années 1960 pour se rendre compte que entre, par exemple, deux monts des Tumucumac que Coudreau estimait à côté, il y avait 100 km d'écart entre les deux, et un cartographe célèbre Hureau dénoncera, et Guy Lasserre aussi, un vieux géographe bordelais, dénonceront le mythe des Tumucumac et le mythomane Coudreau. Et Hureau parlera même de psychopathe paranoïaque à propos de Coudreau. Bon, Coudreau quand même, si ce ne sera jamais Crevaux, il va quand même, et ça a bien été dit, hein, Nathalie et Daniel en ont parlé, il va pratiquer énormément les sociétés locales de géographie, il va publier de nombreux ouvrages chez nos Indiens, l'étude de la Guyane et de l'Amazonie, la France équinoxiale. Il ne faut pas oublier un personnage, dans les Coudreau, à mon sens, et c'est étudié par un de nos collègues, Federico Ferretti, le personnage le plus intéressant, c'est sa femme, Octavie née Renard. Pourquoi ? Parce qu'elle va continuer l'œuvre d'Henri Coudreau, au service des Brésiliens. 1894, l'État français refuse. C'est fini, on ne subventionne plus Coudreau. Et Coudreau, qui en effet nous a été présenté très patriote français, un peu franchouillard, il va changer. Hein, il va changer, évidemment. C'est le gouvernement, enfin c'est le Brésil, entre guillemets, l'État du Pará qui le finance, donc il va se mettre au service du Brésil, et évidemment appuyer la partie qui le finance. Et donc, avec sa femme, il va lancer toute une série annuellement de grandes explorations. Et il va mourir en 1899. Ce portrait de Coudreau est très intéressant. Il a 40 ans, il en paraît 80. Et Santa Anna de Neri faisait le même constat de Coudreau plus jeune. Il décrit Coudreau à 28 ans dans la France équinoxiale. Il fait la préface, si je me souviens bien. Et il dit Coudreau, etc., mais fatigué par les expéditions. Il a 28 ans, il en paraît 40. Et à 40, il en paraît 80. Et c'est Octavie qui va terminer les expéditions, qui va publier les ouvrages qu'on trouve en ligne sur gallica.fr. Je reviens sur Kounani. Alors pour Coudreau, un fabulateur et un peu euphorique. Kounani, c'est le paradis sur Terre, la nation nouvelle du futur. Alors le climat est excellent, température clémente. Bon, alors l'hiver est un peu rude parce qu'il y a des trombes d'eau. Il fait quand même 25 degrés dans une chambre bien fermée. Alors l'hiver, c'est le moment où il faut manger ferme, épimenté, boire du tafia à pleine gorge pour combattre l'humidité envahissante. Je suis pas sûr, mais enfin bon. Le milieu forestier est évidemment accueillant, les mousses et détritus, et voilà, je crois que vous l'aviez, Daniel, il me semble utiliser cette citation, les mousses et détritus étendent sous vos pieds un tapis moelleux et élastique.
Quand vous avez fait votre stage de sauvagissant, vous irez sans crainte aucune par la forêt kunanienne, sachant qu'elle est bien plus sûre que les boulevards extérieurs de Paris, évidemment. Alors, les ressources naturelles sont extraordinaires. La pêche sur la côte, le cacao, il n'y a pas un pied de cacao, mais bon, passons. La noix du Brésil, le caoutchouc naturel, l'élevage du bétail dans les savanes. Je vais montrer une photo de savane. Des ressources aurifères, c'est vrai, il y en a, mais on ne les avait pas encore découvertes. Les naturels, c'est le bon sauvage presque, ils sont bien braves et paisibles. Ils ont toutes les qualités du monde, hospitaliers, généreux, prodigues, insouciants, braves, épicuriens, ils forcent la sympathie, ils ne sont pas violents, hein. Bon, quelques coups de couteau tous les 10 ans, mais ils sont pas, non plus, ils sont pas grands travailleurs. Hein. Alors, s'ils n'étaient paresseux et dissipateurs, ils seraient tous riches. Mais à quoi bon travailler pour la richesse quand on jouit dans la plénitude du bien-être et de la liberté ? Pas trop ivrogne, ni plus ou moins débauché que le commun des Parisiens, n'ayant pas encore de café-concert, il se montre attaché aux pompes du culte catholique. Bref, termine une de ces moments, voilà, soyez Kunaniens mes amis, c'est votre droit, il leur parle dans son ouvrage, Hurrah pour Kunani, America to Americans, mais fondez-la, votre République mes amis, fondez-la, vous avez choisi des chefs français, je les connais. Bon, ce sont ni des avoués de Périgueux, ça c'est pour Aurélie Antoine, hein, qui était avoué à Périgueux, ni des marquis de Ré, ça c'est pas gentil, et vous autres les Kunaniens n'êtes ni des papous, ni des Orocans. Alors le marquis de Ré, c'est un de ces Français qui est allé fonder la nouvelle Angoulême dans les îles Salomon. Il avait réussi à entraîner avec lui 400 braves Bretons, 300 sont morts de maladie, j'en passe, etc. C'est un de ces Français encore illuminés. Donc vous n'êtes ni des papous, qui avaient rencontré ces gars-là, ni des Orakans. Donc fondez-la, un jour la République de Kunani étonnera le monde. Alors sur le moment, elle est un peu étonnée en effet. Donc il y a un drapeau, il y a une monnaie et il y a des ordres de chevalerie que Gros et ses successeurs vont vendre pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Alors rapidement, très rapidement, ça va mal tourner parce que déjà ils vont se brouiller entre Jules Gros et Guigues. Tous les deux vont essayer d'obtenir un appui en Angleterre pour financer, lever des capitaux en Angleterre pour occuper et mettre en exploitation la République de Guyane indépendante. Les Anglais vont se méfier un peu, ils vont envoyer une mission prospective qui va rendre un avis catastrophique. Hein. Un Anglais envoyé en éclaireur hein, par un groupe financier dit ben voilà, les habitants de Kunani sont opposés à toute idée de gouvernement indépendant dans leur pays, du reste ils n'ont aucune ressource pour faire cela. Quoi. Et donc rapidement, les Français vont bien sûr bloquer l'initiative, les Anglais vont bloquer Jules Gros, qui va essayer de rejoindre Kunani et qui en fait va être bloqué en Guyane anglaise, il va revenir, et ça se termine très mal, parce qu'il va essayer de lever des hommes, des mercenaires, pour repartir, et comme il ne les paye pas, il va se faire rosser, et il va mourir des coups qu'il va recevoir. Et on raconte que sur son lit de mort, il a voulu être enrobé dans les plis du drapeau de la République de Guyane indépendante. Alors, ça se termine tragiquement, mais ça a fait rire avant. Hein. Là, vous avez un faux manifeste du président de la République de Kunani au peuple français. Alors, signé pas Jules Gros, mais Jules Maigre. Alors, quelques extraits parmi d'autres. Hein. Le gouvernement de Kunani ne connaît point de Sénat, bien que Kunani ne soit point dépourvu d'hommes chauves. La presse est complètement libre de s'installer en dehors de notre territoire. Notre patelin est aussi riche que la Corse et nous avons le droit d'atteindre le même résultat. Or, chacun sait que dans cette île bénie, on sème des pommes de terre et qu'on récolte des agents de police. Les mauvaises années, il est vrai, ne donnent que des douaniers, etc. etc. Donc, on fait bien rire Paris. Et même Reclus, Élisée Reclus le dit, hein, voilà, hein, Paris s'égaya de l'histoire de cet honorable géographe de Vanves, il habitait la banlieue parisienne, soudain transformé en chef d'État, etc. L'État indépendant de Kunani avait disparu très rapidement. Alors,
on en serait resté là si la zone, tout d'un coup, n'a pas connu un bouleversement considérable. En 1894, on va découvrir des gisements aurifères très importants. Et il va y avoir une ruée dans cette zone-là, 3 à 4 000 chercheurs. Les documents diplomatiques parlent d'anglais, mais en fait d'anglais, ce sont des habitants provenant de colonies anglaises. Des Hollandais, mais il s'agit de Bosch et de Saramacca qui viennent de la Guyane hollandaise, et bien sûr des Français, et donc s'installent des campements et des villes provisoires, et il y a des affrontements. Et en mai 1895, le gouverneur de Cayenne envoie un aviso, un petit bateau, avec un capitaine, 30 soldats, pour essayer de libérer un capitaine indien du nom de Trajan, ou Trajan pour les Brésiliens, qui était pro-français et qui aurait été enlevé, séquestré par des pro-brésiliens. Et ça se passe au village de Mapa, et ça se passe très mal. Le chef du petit détachement français, capitaine Lunier, est abattu par un dénommé Cabral. Donc là, décrit du côté français, c'est un guet-apens. Ils sont tombés sur un fort parti de... Alors bien sûr, ils parlent de bandits, etc., de troupes irrégulières brésiliennes. Donc côté français, il y a 6 morts. Les Français incendient le village. Entre 60 morts, 300 morts, on ne sait pas. Évidemment, l'incident est considérable. Et là, vous avez un appel à la patrie, à l'intégrité de la patrie, un appel à l'armée, etc., de patriotes brésiliens à propos de cet incident-là. Ça, c'est un document qu'on trouve dans les fonds de la légation de France à Rio et donc aux archives diplomatiques. À propos de cet épisode-là, je suis en 95, revoilà Coudreau, considère que c'est un traître, un traître. Il est responsable en partie de ce qui est arrivé. Et ça, c'est le consul de France à Para qui explique que les Français de Para sont vraiment très en colère contre Coudreau. Coudreau est accusé de connaître, même d'être un ami de Cabral, etc. Et vous avez donc toute des nombreux rapports sur cet événement, sont toutes dramatiques pour les deux bords. Et donc ce rapport, quelques extraits d'un rapport intéressant de janvier 1896. Pourquoi ? Parce que le gouverneur de Cayenne explique, eh bien voilà, alors, vous n'avez pas voulu de Kunani, voilà, puisqu'on devait en arriver là, c'est-à-dire un incident majeur qui peut aller plus loin que ça, avec Mordom, etc. Ce n'était pas vraiment pas la peine de s'opposer si brutalement à la tentative beaucoup plus pacifique ébauchée il y a quelques années par un petit groupe de Français utopistes et faiseurs si l'on veut, mais d'autre part bien inoffensifs. Ils rêvaient d'installer dans ces parages de la République autonome de Kunani. Leur voisinage nous eût été certainement moins gênant que celui de Cabral. Et autre extrait intéressant qui parle des Amérindiens, suite à cet événement, même rapport en 1896, on voit arriver sur l'Oyapock 200 Indiens et qui ont peur des événements qui se passent à 80 km plus au sud de l'Oyapock. Et le gouverneur de Cayenne fait un petit historique de ces Indiens qui ont toujours cherché l'appui français, mais il fait vraiment une présentation difficile de ce qui leur arrive. Voilà, on les a abandonnés, on les a abandonnés à la fin du XVIIIe siècle. Cet abandon périodique de gens qui se sont compromis pour nous ou que nous avons compromis est un trait distinctif. Et ce n'est pas le plus beau de notre histoire coloniale. Et c'est peu de le dire. Je suis en 1896. On ne fera pas mieux avec l'Indochine. On ne fera pas mieux avec l'Algérie. En abandonnant chaque fois ceux que nous avions compromis ou qui s'étaient compromis. L'arbitrage final suisse. Il faut bien en sortir. Là, l'épisode est difficile. On va neutraliser une nouvelle fois. On va envoyer des troupes françaises. On va envoyer un bateau de guerre brésilien, une commission bipartite, franco-brésilienne, militaire, qui est chargée de remaintenir la paix, de libérer les différentes personnes qui ont été raptées par Cabral et sa bande, etc. Bon, il est décidé d'un arbitrage. Et on signe un premier traité, un traité qui cadre vraiment l'exercice. Donc, l'article 1 pose le problème, définit les prétentions et dit on va repartir du traité d'Utrecht.
L'article 2, on parle de l'intérieur, des frontières intérieures, et non pas uniquement du contesté maritime. La procédure est lancée, 8 mois pour remettre des mémoires, 8 mois pour recevoir les réponses aux mémoires, et ensuite un arbitre qui, à la lumière des mémoires, des 2 envois de mémoire, donnera l'arbitrage. Et un arbitrage que les 2 parties s'engagent à ne pas remettre en cause. Et les 2 parties, Brésil et France, se mettent d'accord pour recourir à l'arbitrage de la fédération helvétique. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est très peu dit, et qu'on comprend, on le voit arriver lorsqu'on se penche dans ces documents diplomatiques. La France ne veut pas une possession matérielle. Il y a trop, on a déjà trop de terre. La Guyane, je pourrais vous parler des heures durant de la Guyane, on ne sait pas quoi en faire de cette pauvre Guyane. Il y a 30 000 habitants à la fin du 19e siècle, il y a le bagne, enfin bon, on a déjà trop de terre. Non, on va défendre officiellement notre prétention pour avoir un droit de navigation sur l'Amazone. Parce que si nos droits vont jusque au Rio Branco, admettons qu'on s'installe sur le Rio Branco, il faudra bien que le Brésil nous alloue la possibilité de, via Manaus, de ravitailler notre implantation le long du Rio Branco. Donc c'est un jeu de dupes. La France veut en fait un droit de navigation sur le Rio Branco, sur l'Amazone. Et vous avez des diplomates français qui sont un peu visionnaires. Là, c'est un extrait de document diplomatique de 1828. Pourquoi? Voilà, mais l'Amazone, c'est le plus beau fleuve du monde. Et exploité par l'industrie et l'activité française, il procurerait à son commerce des débouchés immenses et des avantages incalculables. C'est le but auquel nous devons prétendre. Et ce but est peut-être aussi brillant, et un brillant succès nous est réservé dans un avenir peu éloigné. Non, il n'y aura pas de brillant succès. Mais cette ligne-là, le droit de navigation sur l'Amazone, c'est en fait la question que cherchent les Français à travers une contestation territoriale. Côté vision du contesté, là vous avez un extrait de l'ouvrage Le Brésil, dont on a parlé, de Santa Anna Neri, où pour les Brésiliens, le contesté, il est uniquement, on le voit ici, il est uniquement le contesté maritime. Le territoire contesté, du point de vue brésilien, c'est uniquement le petit triangle maritime. Des Français vont se retrouver embarqués dans l'arbitrage. Les 2 plus grandes figures de l'époque, Élisée Reclus, qui va rester très neutre, c'est bien étudié par Federico Ferretti. Vidal de la Blache, sur lequel la partie française va vraiment mettre tous ses espoirs et qui va faire tout un argumentaire scientifique pour appuyer par un raisonnement scientifique le regard français sur quelle est la rivière, Yapoc et quelle est donc la rivière Vincent Pinzón. On va recourir aux explorateurs, il me reste 10 minutes, et Henri Coudreau et Jules Crevaux, qui vont être à tour mobilisés. C'est bon. Donc l'arbitrage allemand, 4 experts, dont un seul expert de langue romane qui s'appelle Rosier. Et Rosier, par exemple, étudie les travaux de Coudreau, il les trouve pas fiables. Les travaux de Coudreau ne feront pas de la sûreté voulue. Bon, ça, on le sait déjà, mais bon. Les erreurs de latitude, enfin, etc., etc. Donc, toute la question, ça va être à quelle autorité, qui est vraiment la puissance qui peut revendiquer le Rio Branco et l'amont donc de ce bassin hydrographique. Est-ce le Brésil? Est-ce la France? Et ils auraient pu donner un avis tout à fait neutre, bien que français, en disant évidemment c'est le Brésil. Donc discussion scientifique autour de le Yapoc, est-ce que c'est bien l'Araguari? J'en passe. Au final, 1er décembre 1900, triste journée pour la partie française, victoire absolue de la partie brésilienne. Et voilà, on part sur, évidemment, une frontière qui n'a pas bougé depuis, sur le Yapoc. En guise de conclusion, déjà, il faut le dire, les Brésiliens ont été très forts. Lorsqu'on étudie les documents diplomatiques, ils se préparent pour cet arbitrage depuis les années 1840. On avait différents gouvernements, différents épisodes. Je vous ai fait très court, mais il y a eu déjà des discussions très avancées en 1850. On a failli arriver à une solution sur le Carseven, etc. Les Français n'ont pas voulu, et en fait, ils ont perdu beaucoup après. Bon, passons. Donc ça fait 60 ans que les Brésiliens se préparent. Et on trouve évidemment la figure emblématique du baron de Rio Branco, qui est le grand vainqueur. Alors lui, il a su se faire aimer, et notamment de la partie suisse.
Et là, mais c'est très très net, hein. Alors que les Français, ben, ils ont été très très français. Dans les avis suisses qu'on retrouve, je n'ai étudié que les documents en français, hein, les microfilms dont j'avais des copies, et non pas les documents allemands, mais là, je suis désolé, je ne maîtrise pas. Les Français ont été... Enfin, le délégué français était imbuvable, on pourrait dire ça comme ça. Et les Français ont pris les Brésiliens un peu de haut, ils ont tout gagné. Et l'anecdote que j'ai déjà racontée, le soir du 1er décembre, les Brésiliens invitent les Suisses à fêter la victoire et bien sûr toute la délégation suisse s'est rendue et ça a énormément choqué les Français les journaux ont protesté, mais il y a eu des protestations officielles, mais il n'y a pas eu de remise en cause. Quand même. On a laissé la presse protester en disant c'est un scandale, cet arbitrage, mais on y sera, ça n'ira pas plus loin. Donc c'est un triomphe de Rio Branco. Et à la question de Pascal qui me demandait si on avait cherché des frontières naturelles, non. C'est très important cet arbitrage, hein. C'est le premier succès à l'international de quelque chose que connaissent les collègues d'Amérique, hein, notamment d'Amérique dite latine, l'Ute Possidetis. Alors l'Ute Possidetis, c'est l'héritage en quelque sorte de l'éclatement et la dispersion de l'empire espagnol ou portugais, c'est-à-dire que les États nouveaux qui se sont constitués, hein, le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, etc., Argentine, s'étaient engagés par l'Uti Possidetis à reprendre les frontières des anciens découpages des empires espagnols, les provinces et autres, ou vice-royautés et autres. Et Uti Possidetis, il y a le simple, c'est reprendre les anciennes frontières. Hein, qu'est-ce qui relevait de l'Argentine, qu'est-ce qui relevait du Pérou, de la Bolivie, etc., avec les anciens découpages des empires. Et le deuxième, c'est de facto. De facto, là, c'est totalement différent. C'est ce que défend la partie brésilienne. De facto, c'est la primauté d'une possession reposant non pas sur des droits anciens, mais sur une occupation effective. C'est la position brésilienne. Et c'est avec ça que le Brésil va réussir à convaincre l'arbitrage, les arbitres suisses. Et c'est la première fois que ce grand corps, hein, Ute Possidetis, va connaître une victoire hors de l'Amérique du continent américain. Et ça lance, et on en a parlé, hein, une série de succès considérables, hein, du Brésil dans les arbitrages. Succès, arbitrage avec le Venezuela et la Guyane anglaise en 1905, en 1907 avec la Colombie, encore un succès à l'Équateur en 1904, un grand succès avec le Pérou en 1903, etc. On a parlé, une fois et demie la France s'est récupérée en quelques années. Et ces succès ont été rendus possibles grâce à ce tournant du 1er décembre 1900 et de la victoire brésilienne. Et il y a même autre chose sur le protocole, mais bon, enfin, je ne vous raconte pas tout, mais ce sera peut-être pour autre chose, pour une autre occasion. Et de l'autre côté, défaite à plate couture de Paul Vidal-Lablache, hein, c'est l'échec de l'argumentation scientifique. Il le reconnaît. Il publie un article dans les Annales en 1901, et il dit voilà, il est en travers, hein, parce qu'il est sûr d'avoir raison d'un point de vue scientifique. Il n'a peut-être pas tort, mais bon, passons, c'est pas le problème. Peut-être, après tout, n'est-il pas fâcheux pour la science que la question soit déblayée des intérêts politiques qui avaient contribué à l'obscurcir. Elle rentre désormais sur son vrai terrain. Les ouvrages de polémique, les plaidoyers passionnés seront relégués dans les arsenals des vieilles armes. La discussion face à face avec les documents seuls gagnera en clarté. En fait, il dit « Ok, on a perdu. On ne va pas la remettre en cause, mais on peut reprendre la discussion scientifique. » Voilà ce que dit Vidal-Lablache. Parce que là, je suis désolé, maintenant que politiquement ça a été tranché, on s'en fiche à qui ça appartient, posons le problème scientifique. Est-ce que l'Araguari, l'ancien débouché d'Araguari, c'est bien ce que défend Vidal-Lablache, Vincent Pinson ou Yapoc. L'épisode de Kounani fait écho aussi à la question de l'autodétermination. Là, vous avez un regard posé en 1889 par un juriste français qui vous explique que Kounani a fait beaucoup rire, certes, mais c'était pas plus bête que ça. Hein. Pourquoi ? Parce que prétendre gouverner un territoire en résidant à 2000 lieues de celui-ci pouvait en effet prêter à sourire. Ça, c'était pour Jules Legault. Mais les habitants de Kounani, ils étaient dans leur bon droit. Selon ce juriste, en 1889, bon droit d'essayer de sortir d'une situation. Aucun des deux États, Brésil ou France, ne s'occupait d'eux. Donc, pourquoi pas ?
Il ne suffit pas aujourd'hui que deux puissances se contentent d'élever des prétentions sur un territoire, même depuis des siècles, pour que ce territoire ne puisse être considéré comme nullus. La doctrine de l'efficacité peut aussi bien être évoquée par une communauté naissante que par les États déjà formés. Et il dit, ça c'est valable, mais bien sûr, il faudra que l'État, le futur État, offre des garanties de stabilité, et bien sûr, dans cette garantie, il faut espérer une reconnaissance internationale. Au fini, Kounani, c'est pas fini, le retour. Deuxième essai en 1904, je ne fais que le citer, parce que là aussi, ça pourrait faire plusieurs diapositives, avec un nouveau, Adolphe Brézé, Français un peu mystérieux, mythomane extraordinaire. Il explique qu'il est parti tout jeune au Brésil, à 3 ans, qu'il est devenu lieutenant plus capitaine d'artillerie. En fait, rien du tout. Rien du tout. C'est un marin qui est un peu déserté, qui a couru un peu les confins amazoniens, qui est revenu se faire embaucher comme gendarme à Cayenne. Il est français, il n'est pas du tout brésilien, mais avec du bagou, il a pratiqué Kounani, il connaît l'histoire de Jules Gros, et avec les mêmes recettes, il va refaire la même chose. Il va être expulsé de France. Non, il va partir avant qu'on le mette en prison. Il va se réfugier en Angleterre, il va lever des capitaux, et c'est de nouveau Kounani bis. Voilà le regard que portait sur lui une grande figure, Jean Galmo, grande figure parce c'est un député important de la Guyane française, controversé mais très intéressant. Voilà ce qu'il écrivait justement dans le Matin, un Crawford géographique. Kounani n'existe pas. C'est peut-être sur les atlas officiels place cet État au nord du Brésil, mais les explorateurs n'ont jamais pu le découvrir. Et c'est le 5 mai 1911. Crawford, c'est simplement en référence à un romancier américain de la même époque, Myriam Bernard Crawford, qui a fait des romans d'anticipation. Et voilà ce que dit Galmo, je termine là-dessus, Pascal. La République de Kounani a fait à Londres les déclarations suivantes au journal, Le Matin. L'État libre de Kounani a plus de 300 000 habitants, il a 53 sénateurs, autant de députés élus pour 3 ans, il a 14 secrétaires d'État, un corps diplomatique et une armée de 2500 hommes. Commentaire de Galmo, qui connaît bien, il est guyanais, il est en Guyane. L'usage de la brousse donne quelques philosophies. J'ai lu les déclarations de M. Adolphe Brézé sans stupeur et sans gaieté. Elles témoignent d'une imagination robuste. Et ça continue. Donc Galmo, si vous aimez Galmo, il faut lire l'histoire de sa vie par Blaise Cendrars, la vie secrète de Galmo qui deviendra Rome après. Et pour terminer, Kounani, et je remercie Vincent Berdoulet pour les photos de Kounani. Voilà à quoi ressemble Kounani. Donc le débarcadère pour venir à Kounani. La rue centrale de Kounani. L'église qui doit faire 20 mètres carrés, avec une cloche de l'époque, si je me souviens bien, une cloche fondue à Rouen, je ne sais plus, oui, ou de Nantes, dans ces années 1890. Voilà. Et pour terminer, parce qu'il me reste exactement 30 secondes, parce que j'ai un chronomètre super précis. Les arbitrages se poursuivent. Là, vous avez pris dans, je sais plus, El País, voilà, du 29 juillet 2014, arbitrage maritime entre le Pérou et le Chili. Ce qui est de rigolo, c'est qu'après, lorsqu'on regarde comment l'arbitrage a été considéré, les deux côtés ont hurlé victoire. Et voilà. Et ça continue parce qu'encore une fois, dans le détroit du Magellan, il y a encore des jugements à venir entre l'Argentine et le Chili. Ce sont des questions très sensibles. Et quelques références biographiques de collègues qui ont étudié ou qui étudient toujours cette question ou aux alentours de ces questions. Dont une collègue brésilienne regrettée, Francinette Cardoso Galan. Voilà. Il existe bien sûr des travaux brésiliens, et avec Federico, on a pour idée de mettre en place un petit réseau de collègues géographes ou autres qui étudient cette question franco-brésilien, portugais, etc. Voilà. Il y a évidemment des travaux brésiliens sur la question et d'autres regards avec d'autres sources. Voilà. Bon, mais merci beaucoup pour... à la fois pour la précision dans la gestion du temps et pour cet exposé très riche, très dense qui, de mon point de vue, soulève beaucoup de questions. Donc on peut prendre le temps quand même de quelques questions.
Ouais, merci Jean-Yves, hein, c'était super de t'écouter, c'était vraiment passionnant, mais j'ai appris plein de trucs, je ne connaissais pas toutes ces histoires. Du coup, j'avais 3 remarques, enfin 2 remarques et peut-être une question, mais qui est vraiment anecdotique. Ouais. Les remarques, c'est d'abord, on voit la puissance de l'imaginaire, effectivement, et qui me fait rappeler le moment des découvertes, quoi, des grandes découvertes, enfin ces récits qu'on a, cette quête de l'Eldorado, enfin il y a quelque chose de cet imaginaire-là qui, en fait, se poursuit 400 ans après, quoi, enfin, et qui même ces montagnes inventées, ça fait penser à cette quête de la ville merveilleuse, peut-être, qui était cachée sous les arbres. Enfin, on ne sait pas. Ouais, il y avait vraiment voilà, ça me fait penser à ça. C'est la première remarque que je voulais faire. Et la deuxième, c'est sur donc le point de droit international que tu évoques, là, en latin. Donc, je ne le reciterai pas, faute de pouvoir le faire. Mais ça m'a fait penser à quelque chose de plus ancien, en fait. C'est cette façon dont les Portugais s'emparaient du territoire au-delà de la ligne du traité de Tordesillas en mettant des padrons, qui était cette façon de dire, voilà, on a mis la pierre là qui symbolise notre présence, et c'est vraiment à partir de cela aussi que se construisent les premières délimitations entre les 2 empires, avec le traité de Madrid de 1750, le traité de San Ildefonso quelques années plus tard. Il y a cette idée-là déjà de, voilà, nous on y est, il y a la preuve, donc on va la mettre là, la frontière, quelle que soit la ligne de démarcation première, en quelque sorte. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça aussi. Peut-être qu'il y a aussi ce lien dans l'argumentation brésilienne, finalement, qui renvoie à l'époque coloniale. Et puis la dernière chose, donc, qui était plus ma question, c'était sur cette république de Cunani, là, et sur la force des mots. Tu nous dis, voilà, je ne sais plus quel jour, là, la république de Cunani est proclamée. Donc voilà, j'aurais voulu savoir ce que ça voulait dire, concrètement. Concrètement, bien sûr, qui dit qu'elle est proclamée? Ce sont les partisans et Guigues qui vient, qui expliquent qu'ils se sont rassemblés ce jour-là et qu'ils étaient 400 et qu'ils ont décidé de proclamer. Hein, il s'est engagé à leur trouver quelqu'un, lui, il ne voulait pas, il ne pouvait pas. Et en fait, il s'était engagé à leur trouver un président et allez, hurrah, hurrah, vive la République. Voilà, après, j'aurais pu mettre beaucoup d'autres extraits, notamment de sources diplomatiques, en disant, mais attendez, Cunani. Mais Cunani, il doit y avoir 20 pelés à Cunani, même à cette époque du boom sur l'or, parce que l'or était un peu plus au sud sur le Carseven. Donc vraiment, les diplomates en ont les bras qui tombent. Et il y a le même regard porté par Santa Anna Neri sur la défense de Cunani par Coudreau, qui en quelque sorte il dit bon, notre collègue est exalté, mais bon. Tout ça n'est pas très sérieux, et évidemment il y a le même regard brésilien sur cet épisode-là. Mais n'empêche que côté français, ça fait moyennement rire quand même. Enfin, si, ça fait rire le grand public. Hein. Mais j'aurais pu donner encore d'autres exemples d'empereurs farfelus qui ont eu ça faisait vendre du papier. Hein. Cunani a fait vendre du papier. Je veux dire, le gouvernement français n'a pas tellement apprécié cet épisode-là et a tout fait pour bloquer Jules Gros quand il a voulu partir. Évidemment, il a demandé l'appui dans l'Angleterre. Même l'Angleterre, qui aurait bien embêté les Français, ont collaboré. Parce qu'ils ne voulaient pas d'histoire supplémentaire avec le Brésil. Bon, donc on voit quand même que derrière le côté un peu rigolo de l'affaire, et qui a fait énormément rire et gauzer, se pose des questions sérieuses quand même, quoi. Alors je vais faire vite, je me posais en fait 2 questions. Oui. La première en fait c'était beaucoup moins géographique pour le coup, mais c'est la question en fait des réseaux sociaux qui se construisent autour de ces arbitrages et de la construction de personnages. Je pense notamment à quelqu'un comme Graça Aranha que Joaquim Nabuco rajoute à cette exploration. Je ne sais pas s'il y avait eu d'autres cas justement de sympathie et de liens sociaux qui se sont créés de cette manière du côté brésilien et aussi du côté français, s'il y avait eu des cas de ce genre. Voilà, alors c'est la première question. Je pose la deuxième. La deuxième question, pour le coup, était plutôt d'ordre géographique. Il y a 2 ans, il y a eu l'expédition de François-Michel de Tourneau qui a fait le tour des bornes, effectivement. Oui.
J'ai laissé un petit commentaire, d'ailleurs, un des rares sur qui expliquait qui replaçait les Tumucumac, c'est moi. Bon, passons. Et pour le coup, en fait, c'était quand même des frontières qui avaient été extrêmement peu balisées et rebalisées par la suite. Ouais. Je crois que la dernière fois, ça avait été les années 50. D'où, du coup, en fait, la question de la dimension, en fait, extrêmement théorique de cette frontière, finalement, alors, à laquelle on tire beaucoup, mais qui, effectivement, est peut-être, pourrait paraître une sorte de frontière fantôme à laquelle on tient, mais qui est très peu parcourue. Ouais. Alors, pour les réseaux sociaux, il faudrait qu'ils se constituent au moment des arbitrages. Il faudrait étudier ça, évidemment, plus en détail. Hein. Moi, j'ai fait court parce que j'ai pris quelques diapos de cet arbitrage suisse qui peut donner lieu à notre communication. J'avais regardé qui était mobilisé par les Suisses. Hein, pour donner un avis, les traducteurs, etc. C'était toute une organisation. Je regardais un tout petit peu qui étaient les Français qui ont été appelés. Évidemment, il serait très intéressant de regarder la partie brésilienne. Et ce qu'a fait un collègue, Federico Ferretti, c'est de montrer l'importance de Reclus, qui a été complètement neutre. Complètement neutre. Même si dans son travail, Federico, et on en a discuté, lui a donné une grande importance sur le final de l'arbitrage. Et en fait, là, c'est beaucoup plus contestable. Mais c'est parce qu'évidemment, il fallait se planter les centaines de pièces pour avoir une idée un peu plus précise. Donc ça reste encore à faire, ça, hein, vraiment à faire. Ce qui est intéressant, c'est que les Brésiliens utilisent les écrits de Coudreau, hein, qui est français. Mais bon, sauf que sa parole est déjà assez déconsidérée. Sur les bornes, il y a eu cette expédition qu'on pouvait suivre en direct de borne en borne, c'était très bien fait. Puis il y a eu un beau film après, très intéressant, d'une heure, je recommande à tous, on doit pouvoir le trouver sur YouTube. Mais cette question des bornes est encore sensible. Je crois qu'elles sont 15. Régulièrement, jusqu'à l'année dernière, régulièrement, chaque année, le Brésil protestait très officiellement parce que des troupes françaises étaient envoyées sur la frontière. Alors, c'est les Tumucumac, hein, parce que là, évidemment, il n'y a pas de ligne de crête très identifiée, et il y a 15 bornes qui barrent les 350 km de cette frontière terrestre. Et chaque année, depuis les années 60, un des exercices classiques de la Légion étrangère en Guyane, c'est d'aller nettoyer une borne. Alors, la borne en béton, en cherchant, j'aurais pu vous trouver une photo, mais là, je prendrais un peu de temps. Et donc, on imaginait un bloc de béton qui fait 3 tonnes et qui fait presque 2 mètres de haut, etc., avec qui d'un côté France, de l'autre côté Brésil. Et depuis les années 60, hein, depuis l'expédition Huro d'ailleurs, qui est allée les construire et les mettre en place, chaque année, oui, il y a une volonté française d'aller dégager une borne. Et il y a un petit jeu avec les Brésiliens qui disent c'est une honte, il y a des soldats sur la frontière. Les soldats, il y a 12 pauvres gars qui mettent 5 jours à y arriver, parce qu'autrefois il n'y avait pas d'hélicoptère, ils arrivent là-haut, ils sont à moitié morts. Et ça fait presque un exercice, c'est presque un passage. On leur donne des médailles à l'arrivée pour avoir trouvé la borne. Et cette fois-là, ils l'ont fait avec du repérage GPS et autres. Ça a perdu beaucoup de sel comme aventure, hein, même s'il fallait le faire. Hein. Je serais mort au bout de la demi-première borne. Mais c'est très sensible, cette histoire de borne. Très, très sensible. Alors évidemment, et ça se montre bien le film, à 3 mètres de la borne, on ne la voit pas. Hein. Et on la voit pas. Hein. Hey, les gars, tu la vois? Non, je la vois pas. Les PS, et donc c'est vrai que là, on est dans le symbole. Hein. On est vraiment dans le symbole. Hein. C'est pas le rideau de fer. Hein. La frontière des Tumucumac. Il faut bien dire quelque chose. Oui. Alors je sais, c'était le nom du Gulli, là, alors il faut peut-être aller chercher, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Vincent m'a raconté quand même qu'il y avait dans cette zone-là, que tu as pratiqué et pas moi, qu'il demeurait quand même un créole avec de nombreux, un héritage français très net. Hein. C'est bien ce que tu m'avais raconté. Hein. Ouais. Après, que veut dire Kunani, je ne peux pas vous dire. Bon. Écoute, tout le monde est fatigué. Hein. Et merci beaucoup. Et puisque j'ai le micro, je crois qu'on peut à nouveau féliciter et remercier Eden et les organisateurs de ce très beau colloque.
voulais vous dire 2 mots avec Lionel. Alors tout d'abord, je voulais inviter ceux qui seront encore là demain matin et qui n'iront pas à Lourdes à venir assister au Palais Beaumont à 10h30. La conférence de notre amie écrivaine Tanela Boni. Voilà. Donc, c'est au Palais Beaumont, aux idées mènent le monde. C'est le salon du livre de la ville de Pau. Voilà. Donc, demain à 10h30. Voilà. Sinon, tu commences, je commence. Oui, bien sûr. Je vais faire un mot rapide parce que quand même la cheville ouvrière, c'est quand même Eden qui a fait l'essentiel du travail et qui a été extraordinaire d'efficacité, d'ingéniosité, de diplomatie. Ouais, non, mais c'est vrai, et c'est un très beau colloque. Je suis très content. Je comptais, il y avait quasiment 15 ou 16 Brésiliens qui sont intervenus dans un français remarquable. Voilà, donc merci pour ce dialogue qui nous a permis de comprendre vos interventions. Moi qui suis pauvre en portugais, évidemment. Voilà, je suis très content de ce colloque. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je voulais remercier Eden pour cette qualité d'intervention. Voilà. Ah, on n'entend pas? Ah, ça y est. Ben, il était temps que ça s'arrête. Hein. Voilà. On me coupe la parole. C'est bien la première fois. C'est bien la première fois. Bon, on repart. Non, c'était pour remercier Eden, remercier tout le monde. Et voilà, en espérant qu'il y aura une suite à ce magnifique colloque. Et je ne sais pas où, mais en tout cas, j'espère qu'il y aura une suite. Et vraiment, au Brésil, ouais. Mais vraiment, ce que je veux, c'est remercier Eden. Et c'est un véritable bonheur que de travailler avec Eden. C'est pas la première fois que je fais des colloques. Et c'est un vrai bonheur. Donc voilà, merci beaucoup. Non, je te félicite parce que je peux témoigner de tout le travail qu'elle a fait. Et je veux vraiment qu'on le sache, elle a fait l'essentiel du travail. Et dans une efficacité. Voilà. Et des 2 côtés de l'Atlantique, je peux. Voilà. Donc, je voudrais qu'on félicite et qu'on applaudisse Eden. Merci. Mais non. Merci. Merci beaucoup. À moi les remerciements maintenant. Voilà, donc moi je te rends l'appareil, Lionel. Je disais à Jean-Yves hier que c'était vraiment un grand bonheur que de travailler avec toi. Tout était simple, voilà, ça roulait, il n'y avait pas de difficulté. Donc un grand merci, un énorme merci. Donc Jobim, Beth, Amiga Beth, voilà, de cette collaboration qui est née donc il y a quelques années déjà, et qui démarre encore, hein, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Voilà. Ensemble avec donc, les collègues de l'Université fédérale Fluminense, mais aussi les collègues espagnols, les collègues portugais, tous les collègues venus de un peu partout en France. Voilà, moi, j'ai passé 3 journées vraiment extraordinaires. Je trouve que les débats ont été d'une très grande richesse et qu'on a pu cerner vraiment les multiples, diverses représentations de ces ailleurs, donc dans nos différentes disciplines, dans nos différentes cultures. Voilà, un ailleurs à imiter, un ailleurs à fuir, ou un ailleurs à civiliser, un ailleurs qui fascine, un ailleurs qui brûle, un ailleurs qu'on imagine, hein, qui n'existe pas, voilà. Donc, c'était vraiment très, très riche. Moi, je sors de là vraiment grande, voilà. Et pour vous dire aussi que donc, c'est un point de départ. Ces dialogues vont continuer déjà dans 2 publications, puisqu'on va très rapidement publier les actes, les textes, en France et au Brésil, voilà. Donc, et que ce sera là aussi l'occasion de croiser à nouveau nos regards, nos échanges à travers ces 2 publications, voilà. Et j'espère aussi, comme tout le monde, qu'on pourra aller bientôt à Niterói pour la suite du colloque. Voilà, hein, voilà. Donc, merci à tous infiniment, voilà, et à très très bientôt. Não é?